Ton esprit est ton territoire le plus précieux, et chaque distraction est un voleur qui tente de le conquérir. Si tu ne le protèges pas, d'autres décideront à quoi tu penses, ce que tu fais et où tu vas. La concentration n'est pas une compétence, c'est une défense personnelle mentale. Dans un monde conçu pour te disperser, maintenir l'attention est un acte de force, de discipline et de rébellion. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit d'avoir une direction. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'extérieur de voler ton attention, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Les réseaux, les opinions, les comparaisons, les urgences qui ne sont pas les tiennes. Tout concourt à dominer ton esprit, mais le stoïcien sait que le véritable contrôle commence de l'intérieur. La concentration n'est pas de résister une fois, c'est de résister tous les jours. C'est se réveiller avec clarté et décider ce qui mérite ton énergie. Les gens perdent leur chemin, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils permettent au bruit de les faire oublier l'essentiel. Se concentrer, c'est se rappeler qui tu es lorsque le monde essaie de te distraire. C'est avoir la force de choisir ce qui est important et de laisser mourir ce qui est sans importance. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de bien le faire. Tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de but. Maîtriser ta concentration, c'est devenir le maître de ton esprit, le gardien de ton calme et le constructeur de ton destin. Celui qui contrôle son attention, contrôle sa vie. Parce qu'au final, la concentration n'est pas une technique de productivité, c'est une philosophie de pouvoir. Ce que tu choisis de regarder détermine qui tu deviens. Et celui qui apprend à regarder avec intention cesse de réagir au monde et commence à le diriger. 1. Construis des murs autour de ton esprit. Imagine que ton esprit est une ville. À l'intérieur, tout ce que tu es habite, tes pensées, ton calme, ta clarté, ton but. Mais à l'extérieur, il y a une armée qui ne se repose jamais. Distraction, jugement, comparaison, nouvelles, voix qui exigent ton attention. Chaque fois que tu laisses une porte ouverte, une partie de cette armée entre et prend un espace qui t'appartient. Tu n'as pas besoin d'être sage pour perdre la concentration. Il suffit de permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit. Le stoïcien le comprenait bien. Un esprit sans mur est un esprit vulnérable. Lorsque tu n'établis pas de limites, n'importe quel bruit devient un envahisseur. Les gens ne souffrent pas aujourd'hui par manque d'intelligence, mais par excès de stimuli. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la porte au chaos. Messages, réseaux, préoccupations d'autrui. Ils commencent la journée épuisés sans avoir rien fait, parce que leur esprit a déjà été pillé. Construire des murs ne signifie pas t'isoler du monde, mais décider ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Cela signifie comprendre que ton énergie mentale est finie et que tout ne mérite pas de la dépenser. Si tu permets que tout t'affecte, il ne te restera pas de force pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu dis oui à l'inutile, tu dis non à ta paix. La concentration commence lorsque tu apprends à fermer la porte à ce qui ne te construit pas. La première étape est de protéger ton environnement mental avec la même gravité avec laquelle tu protégerais ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ta maison, alors pourquoi dans ton esprit? Prends soin de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu consommes. Les idées sont aussi des aliments. Certaines te renforcent, d'autres t'intoxiquent lentement. Si tu remplis ton esprit de déchets émotionnels, tes pensées finiront par sentir la même chose. Les stoïciens pratiquaient la vigilance interne. Chaque pensée qui entrait était examinée. Cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Me rapproche-t-elle de la vertu ou m'en éloigne-t-elle? C'était leur façon de construire des murs, non pas avec des briques, mais avec de l'attention. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis. Chaque fois que tu dis « cela ne mérite pas mon énergie », tu renforces tes murs. Et bien sûr, certains t'accuseront d'être froid ou distant. Tu ne l'es pas, tu es conscient. La véritable force n'est pas de s'ouvrir à tout, mais de savoir discerner. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être sage. Personne ne peut rester calme s'il vit sans frontières mentales. Construire des murs autour de ton esprit est un acte de respect envers toi-même. C'est déclarer que tout n'a pas accès à ton attention,
que ta paix n'est pas à vendre, que ta concentration est sacrée. Celui qui maîtrise ce principe commence à marcher différemment. Il parle moins, observe plus, agit seulement quand quelque chose vaut son énergie. Avec le temps, ce mur devient quelque chose de plus grand, ta forteresse intérieure. Les gens pourront donner leur avis, le monde pourra crier, mais à l'intérieur de toi, il y aura du silence. Et dans ce silence naît la clarté. Ne te laisse pas tromper. Le monde ne s'effondre pas par manque d'amour, mais par manque de concentration. Protéger ton esprit, c'est protéger ta vie. Alors ne t'excuse pas de construire tes murs. Tu ne le fais pas pour fuir, tu le fais pour rester. Parce que celui qui se protège de l'extérieur peut entendre sa voix intérieure. Et quand tu y arrives, tu comprends quelque chose de puissant. La concentration n'est pas un enfermement, c'est la liberté. La liberté de penser clairement au milieu du bruit. La liberté d'être toi sans interruption. 2. Nettoie ta vie du bruit invisible. Le bruit le plus dangereux n'est pas celui que tu entends, c'est celui que tu ne remarques pas. Il ne vient pas des haut-parleurs, ni des cris, ni de la foule. Il est caché dans de petites distractions déguisées en normalité. C'est cette habitude de vérifier ton téléphone toutes les minutes, de t'inquiéter de ce que pensent les autres, de consommer des informations qui ne t'apportent rien. Ce bruit est invisible parce qu'il se déguise en habitude, mais son effet est brutal. Il te vole ta concentration, il te draine ton énergie et te rend incapable d'écouter ta propre voix. Le stoïcien le savait. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, il habite souvent dans la routine. Si ton esprit est saturé de stimuli, il n'y a pas de clarté possible. C'est comme essayer de voir ton reflet dans un lac agité. Plus tu regardes, plus tu ne verras que de la distorsion. Nous vivons entourés de mouvements constants, mais nous confondons mouvement avec progrès. Ce qui génère le plus de bruit n'est pas ce qui interrompt ta journée, mais ce qui interrompt ton esprit. Chaque message que tu n'as pas besoin de lire, chaque vidéo qui n'apporte rien, chaque conversation vide que tu maintiens par obligation est une petite fuite d'énergie. Et quand ces fuites s'additionnent, tu finis épuisé sans avoir rien fait. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de distraction. C'est pourquoi nettoyer ta vie du bruit invisible n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu aspires à la clarté mentale. Commence par observer. Qu'est-ce qui te prend de l'énergie sans te donner rien en retour? Peut-être sont-ce les réseaux sociaux, peut-être sont-ce les personnes qui n'apportent que du drame, peut-être est-ce ton propre dialogue interne rempli de plaintes et de comparaisons. Tout cela est du bruit, et plus tu le nourris, moins tu entendras ton but. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, un état de tranquillité qui naît lorsque tu apprends à ignorer ce que tu ne peux pas contrôler. Il ne s'agissait pas de se déconnecter du monde, mais de filtrer l'essentiel. Chaque stimulus qu'ils éliminaient était un pas vers la liberté intérieure. Fais de même. Tu n'as pas à abandonner la vie moderne, tu dois simplement avoir le courage de choisir, de décider ce qui mérite d'être dans ton espace mental et ce qui doit sortir immédiatement. Fais un nettoyage radical, efface ce dont tu n'as pas besoin. Fais taire ce qui ne t'apporte rien. Réduis la consommation de bruit comme tu réduirais la consommation de poison. Parce que oui, le bruit mental intoxique aussi. Il te fait réagir au lieu de réfléchir, il te pousse à chercher l'approbation au lieu du but, il te transforme en spectateur de ta propre vie. Quand tu nettoies le bruit, tout change. Tu commences à entendre les pensées qui comptent vraiment. Ton esprit devient plus léger, plus clair, plus stratégique. Tu arrêtes de courir en cercle et tu commences à avancer avec intention. Tu découvres que la plupart de tes soucis n'étaient pas réels. Ils n'étaient que des échos amplifiés par l'excès de bruit. Et le plus curieux, c'est qu'au début, tu te sentiras mal à l'aise. Le silence te semblera étrange. Tu es tellement habitué à la distraction que cela te semblera un vide. Mais reste là, parce que c'est dans ce vide que naît la direction. C'est dans cet espace sans bruit que se construit la concentration. Nettoie ta vie du bruit invisible, comme celui qui aiguise une épée. Chaque distraction éliminée te rend plus précis, plus conscient, plus fort. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de plus de clarté. Parce qu'au final, l'esprit ne se perd pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne peut pas arrêter d'écouter.
Et ce n'est que lorsque tu réussiras à faire taire le bruit du monde que tu pourras entendre la voix la plus importante de toutes, la tienne. 3. Aiguise ton attention dans une seule direction. Ton esprit est comme une épée. Si tu l'utilises pour frapper tout ce qui se trouve sur ton chemin, elle s'émousse. Mais si tu la diriges avec précision vers un seul point, elle coupe même l'impossible. L'objectif n'est pas d'avoir de l'énergie, c'est de la diriger. Les gens n'échouent pas par manque de force, ils échouent par dispersion. Ils font 1000 choses à la fois, sautent d'un objectif à un autre, changent de cap avec chaque émotion. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne pousse. La réponse est simple. Rien ne fleurit là où l'attention ne prend pas racine. Le stoïcien comprenait qu'un esprit concentré est un esprit invincible. Non pas parce qu'il ignore le reste du monde, mais parce qu'il ne permet pas au reste du monde de le sortir de son centre. La concentration est une forme de présence. C'est regarder un seul point et décider « c'est ce que je vais faire et rien d'autre ». Aujourd'hui, cela semble presque impossible. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton regard. Mais c'est précisément le champ de bataille. Celui qui maîtrise son attention gagne. Pense à cela. Chaque fois que tu changes de tâche, ton esprit paie un prix. Il a besoin de temps pour se reconcentrer, d'énergie pour retrouver le rythme. C'est comme si tu essayais de courir un marathon, mais que tu t'arrêtais tous les 2 pas pour regarder le paysage. Ainsi, tu n'avances pas, tu te fatigues seulement. C'est pourquoi le secret n'est pas de faire plus, mais de faire une seule chose avec une intensité totale. Aiguiser ton attention est un entraînement quotidien. Commence par éliminer la multitâche. Tu ne peux pas avancer si chaque pensée entre en collision avec une autre. Fais une seule chose à la fois et fais-la comme si ta vie en dépendait. Quand tu lis, lis seulement. Quand tu travailles, travaille seulement. Quand tu te reposes, repose-toi seulement. L'esprit a besoin de savoir ce qu'il fait pour bien le faire. Les stoïciens pratiquaient la concentration comme un acte de vertu. Sénèque disait que celui qui poursuit trop d'objectifs n'en atteint aucun, car l'esprit dispersé est esclave du désordre. C'est pourquoi il s'entraînait à la discipline de l'intention unique. Chaque action avait un but, chaque moment une direction. Il ne vivait pas par impulsion, il vivait par intention. Tu peux aussi le faire. Demande-toi, qu'est-ce qui mérite mon attention aujourd'hui? Et quand tu l'auras décidé, bloque tout le reste. Éteins les notifications, ignore les distractions et plante ton attention comme une flèche. Il ne s'agit pas d'obsession, il s'agit de respect pour ton énergie. Ton attention est limitée, utilise-la sagement. Et voici la partie la plus puissante. Plus tu es concentré, plus tu vois rapidement des résultats. La clarté accélère le progrès. Une personne avec une direction ferme avance plus qu'une centaine avec une intention faible. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu as besoin de présence. Quand tu y arriveras, tu remarqueras un changement profond. Les choses qui te semblaient impossibles deviennent atteignables. Tu ne te noies plus dans l'anxiété de vouloir tout en même temps. Tu commences à ressentir un calme étrange, le calme de celui qui sait où il va. Parce que quand l'attention s'aiguise, l'esprit cesse de se disperser et commence à créer. Aiguiser ton attention dans une seule direction, c'est construire du pouvoir à partir de la concentration. C'est comprendre que tu ne peux gagner aucune bataille si tu ne sais pas laquelle tu es en train de mener. Alors choisis ton objectif et coupe tout ce qui ne te mène pas à lui. Parce que dans un monde distrait, l'attention totale n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus dangereuse. 4. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Ton environnement parle, même si tu ne dis pas un seul mot. Chaque objet, chaque bruit, chaque détail qui t'entoure façonne ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Le chaos externe finit toujours par devenir un chaos interne. C'est pourquoi celui qui cherche la clarté doit commencer par l'endroit où il vit. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées ordonnées si tu vis au milieu du désordre. Ton espace physique est le reflet le plus sincère de ton état mental. Le stoïcien le savait, l'esprit a besoin de structure. Marc Aurèle écrivait entouré de silence, avec le strict nécessaire, parce qu'il comprenait que la simplicité est la mère de la profondeur. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'excès.
Écran, distraction visuelle, stimuli qui rivalisent pour notre attention. Nous voulons penser avec précision, mais nous travaillons dans des lieux saturés. Nous voulons ressentir le calme, mais nous vivons dans des environnements bruyants. Nous voulons nous concentrer, mais nous habitons le désordre. Transforme ton espace en un temple de la concentration. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin de but. Chaque chose devant toi doit avoir une raison d'être là. Si quelque chose ne te motive pas, cela te distrait. Si quelque chose ne t'inspire pas, cela te vide. Commence par nettoyer, pas seulement la poussière, mais aussi l'énergie. Range ton bureau, élimine ce qui est inutile, crée un environnement qui invite à la concentration. L'ordre physique génère l'ordre mental. Et il ne s'agit pas seulement de l'endroit où tu travailles, mais aussi de l'endroit où tu penses et te reposes. Si ta chambre est pleine de bruit, ton esprit ne s'éteint jamais. Si ton espace manque d'intention, ton esprit aussi. Fais de ton environnement un rappel constant de qui tu es et de ce que tu cherches. Chaque fois que tu regardes autour de toi, tu devrais ressentir de la motivation, pas de la distraction. L'attention se nourrit du silence. C'est pourquoi apprends à le protéger. Éteins ce qui n'apporte rien, évite le bruit inutile, même les conversations vides qui salissent l'air. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence d'esprit. C'est l'état où tu peux t'écouter sans interférence. Celui qui crée son propre silence crée son propre pouvoir. Fais des rituels dans ton espace. Chaque matin, organise ce que tu vas utiliser. Chaque soir, laisse tout en ordre. Ne le fais pas pour l'esthétique, fais-le pour la discipline. La constance physique entraîne la constance mentale. Chaque petit acte d'ordre est une déclaration de respect envers toi-même. Tu dis, c'est mon espace, et ici, c'est moi qui commande. Même les stoïciens, qui vivaient à une époque sans distraction technologique, connaissaient l'importance de l'environnement. Non pas parce que l'environnement contrôle l'esprit, mais parce que l'esprit fort sait créer le bon environnement. Si ton environnement est en paix, ton esprit s'aligne avec cette paix. Si ton environnement est chargé de stimuli, ton esprit le sera aussi. Transforme ton lieu en un sanctuaire de concentration. Un endroit où chaque objet a un but, où chaque coin respire la clarté. Ne sous-estime pas le pouvoir du visuel. La vue est la porte la plus directe à la pensée. Quand tu vois de l'ordre, ton esprit coule. Quand tu vois du chaos, ton esprit se disperse. Et souviens-toi de ceci. Un temple ne se construit pas en un jour. C'est le résultat de la discipline, du soin, de l'intention. Ton espace doit être ainsi. Fais-le refléter la vie que tu veux avoir, pas celle dont tu essaies de t'échapper. Parce que ton environnement peut être ton encre ou ton élan, ta distraction ou ta force. Tu décides du rôle qu'il jouera. Transforme ton espace en un temple de la concentration et tu verras comment le reste de ta vie commence à s'organiser tout seul. Parce que la clarté ne se trouve pas, elle se construit. Et elle commence toujours à l'endroit où tu choisis d'être. 5. Trouve le pouvoir dans le calme. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours par le bruit. Parfois, la véritable force se cache dans le silence. Dans un monde qui glorifie la hâte, s'arrêter semble être un crime. Mais seul celui qui sait rester immobile parvient à voir ce que les autres ne peuvent pas. Le calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est l'art de rester ferme alors que tout autour de toi bouge. Les stoïciens le savaient. L'esprit qui ne se calme pas ne peut pas penser clairement. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter devient esclave de l'impulsion. Nous vivons à une époque où tout exige de la vitesse. Répondre vite, agir vite, décider vite. Mais le rapide n'est pas toujours sage. La sagesse requiert une pause, une réflexion et une présence. Si ton esprit est toujours en course, il n'arrivera jamais nulle part. Le calme est comme le tranchant d'une épée qui tranche la confusion. Il te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de la peur ou de l'anxiété. Dans cet état, tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne cours pas après tout ce qui brille, tu marches seulement vers ce qui compte. Quand tu te calmes, le bruit du monde s'éteint et la voix intérieure commence à parler. Mais beaucoup ne l'écoutent pas parce qu'ils ont peur de rester seuls avec elle. Apprendre à trouver le pouvoir dans le calme est l'un des exercices les plus difficiles. Cela implique de faire face à tes pensées, à tes émotions, à tes ombres. Cela implique d'accepter que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate.
que parfois, l'acte le plus fort n'est pas de bouger mais de rester. L'esprit formé au calme ne se brise pas face à la tempête, car il comprend que le contrôle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Fais du calme une habitude quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un rituel complexe. Il suffit de quelques minutes de silence, sans écran, sans stimuli, sans distraction. Assieds-toi et observe. Observe ta respiration, tes pensées, tes impulsions. Ne les juge pas, regarde-les simplement passer. C'est ce que faisaient les stoïciens chaque jour. Observer leur esprit comme un guerrier, observe le champ de bataille avant la bataille. Ils n'attaquaient pas chaque pensée, ils la comprenaient. Dans ce processus, quelque chose change. Tu commences à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu apprends à ne pas gaspiller d'énergie sur l'inévitable. Le calme t'apprend que tout ne mérite pas ta réaction et que souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel mot. Au lieu de t'épuiser, tu te renforces. Au lieu de répondre au chaos, tu deviens le centre de l'équilibre. Et quand tu y arrives, quand le calme cesse d'être inconfortable et devient un refuge, tu découvres quelque chose de profond. Que le calme ne t'arrête pas. Il te propulse. De lui naissent les meilleures décisions, les idées les plus claires et la force la plus solide. C'est le moment où tu reprends le contrôle, non pas du monde, mais de toi-même. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Beaucoup courent sans direction, d'autres se reposent stratégiquement avant de faire le prochain pas. Le stoïcien appartient au second groupe. Il comprend que le pouvoir est de savoir quand agir et quand attendre. Le calme n'est pas faiblesse, c'est préparation. Alors, quand le monde te pousse à la hâte, arrête-toi. Ferme les yeux, respire et rappelle-toi. Le bruit confond, le silence révèle. Alors que tous s'épuisent à essayer de démontrer leur pouvoir, toi, renforce-le dans le calme. Car dans le silence de celui qui maîtrise son esprit, se cache une énergie que le chaos ne pourra jamais vaincre. Trouver le pouvoir dans le calme, c'est découvrir que le contrôle ne se crie pas. Il se respire. 6. Fais de l'obstacle ta source de feu. Chaque fois que quelque chose se met en travers de ton chemin, tu as deux options, abandonner ou le transformer en carburant. La plupart des gens se plaignent, reculent ou maudissent leur sort. Le stoïcien, en revanche, sourit face à la difficulté. Non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il comprend que l'obstacle n'est pas la fin, c'est le début de la croissance. La vie ne te met pas à l'épreuve pour t'arrêter, mais pour te polir. Si tout était facile, tu resterais le même. Le feu ne naît pas du calme, il naît de la friction, du défi, de l'effort, du moment où tout semble aller contre toi. C'est là que se révèle ton tempérament. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent tellement de fois que le sol cesse de les effrayer. Et c'est là que se trouve l'enseignement stoïcien le plus puissant. Ce qui t'arrête te forme. Ce qui fait mal te réveille. Ce qui te défie te construit. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Cela peut être un rejet, une perte, un échec ou une déception. L'important n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu en fais. Si tu choisis de te lamenter, l'obstacle t'écrase. Si tu choisis d'apprendre, l'obstacle t'élève. Marc Aurèle l'a dit avec une clarté qui traverse les siècles. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de l'approche inébranlable, voir dans chaque blocage une nouvelle porte. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit commun cherche des coupables. L'esprit stoïcien cherche des leçons. Il ne demande pas pourquoi moi, mais pourquoi. Ce changement transforme tout. Ce qui semblait être une injustice devient un entraînement. Ce qui semblait être un châtiment devient une préparation. Parce que lorsque tu réussis à changer ton interprétation, l'obstacle perd son pouvoir sur toi. Il ne te freine plus, il te propulse. Fais de chaque difficulté un gymnase mental. Chaque déception est un poids qui renforce ta patience. Chaque erreur, un maître silencieux. Chaque défaite, une opportunité pour affiner ta stratégie. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de l'exploiter. Si tu te concentres sur ce que tu peux tirer de l'adversité, rien n'est gaspillé. Même la douleur devient utile. Les stoïciens n'évitaient pas les problèmes, ils les affrontaient avec calme et direction. Ils savaient que le feu intérieur ne grandit que lorsque le vent souffle fort.
S'il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de progrès. Alors, la prochaine fois que quelque chose se complique, ne fuis pas. Observe, analyse et agis avec sagesse. Demande-toi, quelle partie de moi a besoin de se renforcer avec ça? C'est cette mentalité qui transforme l'obstacle en pouvoir. Et lorsque tu adopteras cette attitude, tu remarqueras que rien ne t'arrête complètement. Les échecs ne font plus aussi mal, les critiques ne te paralysent plus, les retards ne te frustrent plus. Parce que tu comprends que chaque difficulté a une fonction, te forger. La vie te durcit non pas pour te détruire, mais pour te préparer. L'approche réelle ne consiste pas à attendre un chemin sans problème, mais à marcher avec sérénité, même lorsque le terrain devient hostile. Fais de l'obstacle ton feu. Ne le fuis pas, nourris-toi de lui. Plus le défi est difficile, plus l'esprit qui le surmonte est fort. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu ne verras pas une vie de trébuchement, mais une vie d'entraînement. Chaque pierre aura été un maître, chaque chute une épreuve surmontée. Parce que pendant que beaucoup se consument dans la plainte, tu auras appris à allumer ton feu avec les mêmes braises qui ont éteint les autres. C'est ce qui distingue le stoïcien. Il ne choisit pas les circonstances, il choisit comment les transformer. 7. Conquérir la voix dans ta tête. Cette voix que tu entends quand personne d'autre ne parle peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. C'est celle qui te pousse à avancer ou celle qui te sabote avant même de commencer. Tu peux avoir du talent, de la discipline et un but, mais si ton esprit t'attaque de l'intérieur, tu finiras par perdre des batailles qui n'ont même pas commencé. L'esprit indiscipliné n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Il est capable de te détruire tout seul. Le stoïcien savait que la lutte la plus dure n'a pas lieu dans le monde extérieur, mais en soi. Tu peux résister au chaos de l'environnement, mais si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, ce chaos te suivra partout où tu iras. L'ennemi n'a pas toujours un visage. Parfois, il se manifeste sous forme de doute, de culpabilité, de peur ou d'autocritique. Et si tu ne l'affrontes pas, il devient une prison invisible. Cette voix intérieure peut te dire que tu n'es pas assez, qu'il est trop tard, que cela ne vaut pas la peine d'essayer. Elle le répète avec tant de conviction que tu finis par le croire. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi. Elle est la somme de tes peurs, de tes blessures et des opinions que tu as autrefois absorbées sans filtrer. C'est un écho du passé essayant de contrôler ton présent. Si tu veux un véritable focus, tu dois la faire taire ou la transformer en ton maître. L'esprit entraîné n'élimine pas les pensées négatives. Il les observe sans se laisser emporter. Tout comme un gardien surveille les murs de sa forteresse, tu dois surveiller tes pensées. Chaque idée qui entre peut te construire ou te saboter. Sénèque l'expliquait simplement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui se tourmente lui-même avec des pensées. Cette phrase résume tout. Tu ne peux pas te concentrer si tu t'attaques de l'intérieur. Maîtriser la voix intérieure ne signifie pas la faire taire complètement, mais la rééduquer. Quand elle dit « je ne peux pas », réponds « j'essaierai ». Quand elle dit « tu échoueras », réponds « j'apprendrai ». Quand elle dit « tu n'es pas assez », répète « je suis un travail en cours, mais je continue d'avancer ». L'esprit a besoin de guidance, pas de punition. Si tu le traites comme un ennemi, il t'épuisera. Si tu l'éduques, il te servira. Chaque pensée négative est une occasion de former l'attention. N'essaie pas de leur échapper, observe-les sans réagir. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? La plupart du temps, tu découvriras que ce ne sont que des histoires que ton esprit invente pour te protéger du changement. Mais la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Si tu n'écoutes que la voix de la peur, tu resteras où tu es. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et la souffrance, non pas par morbidité, mais pour dompter cette voix. Ils la confrontaient avec logique et acceptation, jusqu'à ce que la peur perde de sa force. Tu peux faire la même chose. Parle à ton esprit comme à un enfant effrayé, avec fermeté et compassion. Ne lui crie pas dessus, guide-le. Ne l'ignore pas, écoute-le et décide ensuite. Quand tu conquiers la voix intérieure, le monde extérieur perd son pouvoir sur toi. Les critiques ne te blessent plus de la même manière. Les jugements des autres ne te déstabilisent pas. Les échecs ne t'arrêtent pas. Parce que tu ne dépends plus de l'approbation extérieure, ni du doute intérieur. Tu as fait de ton esprit ton allié.
Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise son dialogue intérieur maîtrise son destin. Personne ne peut enlever la concentration à celui qui a pris le contrôle de ses pensées. Alors, chaque fois que cette voix essaie de te saboter, souris. Ce n'est pas ton ennemi, c'est le signe que tu sors de ta zone de confort. Réponds-lui avec calme, avec sagesse et avec action. Parce que la véritable conquête n'est pas sur les autres, mais sur le bruit qui habite dans ton propre esprit. Oui, vis avec l'urgence du moment présent. Chaque jour où tu repousses ton objectif, tu cèdes une partie de ta vie au néant. Il n'y a pas de perte plus grande que celle du temps qui ne revient pas. Le stoïcien le savait mieux que quiconque. La mort n'est pas ce que tu devrais craindre le plus, mais arriver à la fin sans avoir vraiment vécu. Nous pensons avoir tout le temps du monde, mais l'horloge ne s'arrête jamais. Pendant que tu hésites, le jour avance. Pendant que tu attends le moment parfait, la vie suit son cours. Et quand tu te rends finalement compte, ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré. Vivre avec l'urgence du moment présent ne signifie pas agir avec précipitation ou anxiété. Cela signifie comprendre que chaque minute compte, que le présent n'est pas une répétition, c'est le seul spectacle. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient une seconde chance garantie. Ils rêvent de ce qu'ils feront un jour, mais un jour n'est pas une date, c'est une excuse. L'approche stoïcienne naît de la reconnaissance de la finitude. Savoir que le temps est limité n'est pas quelque chose de triste, c'est un appel à l'action. Marc Aurèle le résumait avec une clarté dévastatrice. Ne te comporte pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Et il avait raison. Si chaque personne se souvenait à quel point l'existence est courte, elle vivrait avec plus d'intention et moins de distraction. Mais nous préférons nous distraire avec des futilités pour ne pas ressentir le poids de cette vérité. L'ironie est que plus tu évites de penser au temps, plus il t'échappe rapidement. L'approche mentale s'épanouit lorsque tu prends conscience de la fragilité de tout. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque lever de soleil peut être le dernier. Quand tu comprends vraiment cela, tu arrêtes de perdre de l'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Tu ne te disputes plus pour des bêtises, tu ne cherches plus la validation, tu ne repousses plus l'essentiel. Tu agis parce que tu sais que le moment idéal n'arrive pas, tu le construis. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse, c'est vivre éveillé. C'est se lever chaque matin avec la clarté que tu as aujourd'hui, une nouvelle possibilité d'avancer, de grandir, de devenir meilleur. C'est regarder tes objectifs et te demander « Que puis-je faire maintenant pour me rapprocher de cela ?» Pas demain, pas après. Maintenant. L'approche ne s'entraîne pas dans l'intention, elle s'entraîne dans l'action. Le stoïcien n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Il ne gaspille pas son attention sur ce qu'il ne contrôle pas, il la dirige vers ce qu'il peut transformer. Chaque petite décision devient une partie d'une chaîne de buts. Et cette chaîne, jour après jour, forge le destin. C'est pourquoi celui qui vit avec urgence ne craint pas la mort, il l'honore. Il sait que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Il y a quelque chose de profondément libérateur à admettre que le temps s'épuise. Cela te rend plus sélectif, plus sage, plus intense. Tu commences à apprécier le silence, la vraie compagnie, le travail qui a du sens. Tu comprends que rien ne vaut autant que ton attention et que la donner sans soin est un acte d'abandon personnel. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de conscience du temps que tu as déjà. Vis comme si chaque jour était une opportunité unique de polir ton caractère, de laisser une trace, de faire un pas de plus. Ne laisse pas le confort t'endormir, ni la routine te voler ton feu. Parce que quand la fin arrivera, et elle arrivera, la seule chose qui comptera vraiment est de savoir si tu as bien utilisé ton attention, si tu as donné le meilleur de toi-même, tant que tu le pouvais encore. Alors n'attends pas demain. Ne laisse pas les distractions te voler ce qui ne peut être rendu. Vis comme si l'approche décidait de tout, parce que oui, elle décide de tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le monde moderne craint plus le silence que l'échec. Les gens fuient le vide, comme s'il était une menace, alors qu'en réalité, c'est le seul endroit où l'on peut vraiment se trouver. Nous vivons entourés d'écrans, de bruit et de promesses instantanées qui nous font nous sentir vivants pendant quelques secondes, mais qui nous vident de l'intérieur. La société glorifie la distraction. Elle vous apprend à être toujours connecté, diverti, stimulé. Et quand vous ne l'êtes pas, elle vous dit que quelque chose ne va pas chez vous. Mais le véritable mal est de ne pas savoir être avec vous-même. L'ennui n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. C'est le moment où l'esprit cesse de courir après le monde et commence à vous montrer ce que vous êtes vraiment. C'est pourquoi tant de gens le craignent. Parce que lorsque le bruit disparaît, la vérité apparaît. Et la vérité n'est pas toujours confortable. Les grands stoïciens l'ont compris. Marc Aurèle écrivait seul la nuit, faisant face à son esprit sans témoin. Sénèque trouvait la sagesse dans le calme. Épictète répétait que la maîtrise de soi est la plus grande des victoires. Aucun d'eux ne cherchait l'émotion, ils cherchaient le contrôle. Alors que la majorité cherche des stimuli pour se sentir vivante, les forts cherchent le silence pour se renforcer. La constance, la discipline et le calme ne sont pas des vertus ennuyeuses. Ce sont les fondations de toute grandeur. Parce que le véritable pouvoir ne crie pas, il répète. Il ne se montre pas, il se construit. Et si vous parvenez à supporter l'ennui de la routine, si vous maîtrisez vos impulsions au lieu de leur obéir, alors vous découvrirez quelque chose que peu de gens connaissent. L'ennui n'est pas le vide. C'est le laboratoire où se forge le caractère. 1. Le pouvoir de la répétition. Le succès n'arrive pas avec l'inspiration. Il arrive avec la répétition. Alors que les autres cherchent des astuces rapides, tu dois apprendre à aimer la monotonie. C'est la ligne qui sépare les médiocres de ceux qui maîtrisent vraiment quelque chose. La répétition est la mère de la maîtrise, mais aussi le père de l'ennui. Et c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas loin. Parce qu'ils abandonnent au moment où l'émotion disparaît. Mais dis-moi quelque chose, qu'espérais-tu? Que construire un esprit fort allait être confortable. Le progrès ne sonne pas comme une ovation, il sonne comme le silence. Les gens craignent la routine, parce qu'ils ne supportent pas l'idée de faire la même chose tous les jours. Mais les grands savent que c'est exactement ce qui forge le caractère. Regarde n'importe quel athlète, philosophe ou artisan. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils pratiquent plus qu'ils ne se vantent. Marc Aurèle n'est pas devenu un sage par talent, mais en affrontant chaque jour ses pensées avec la même discipline. Épictète ne prêchait pas le contrôle, parce qu'un jour il s'est réveillé illuminé. Il le faisait parce qu'il pratiquait la maîtrise à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. La répétition te transforme, mais elle te teste aussi. Elle te confronte à ta propre impatience. Quand tu répètes une action sans résultats immédiats, ton esprit commence à protester. Il te dit « ça ne marche pas, c'est inutile ». Mais en réalité, ce qu'il ne supporte pas, c'est le vide entre l'effort et la récompense. Ce vide est l'endroit où ta force grandit. Chaque jour que tu répètes, tu entraînes plus qu'une compétence. Tu entraînes ta capacité à rester ferme quand personne ne t'applaudit. Le pouvoir de la répétition réside dans sa simplicité apparente. Faire la même chose semble insignifiant, mais chaque répétition est une pierre de plus dans le mur que tu construis. Un mur de tempérament, de patience et de concentration. Personne ne voit le travail invisible, et c'est bien. Tu n'as pas besoin de validation externe. Ta récompense est interne, la sérénité de savoir que tu te tiens à toi-même. Chaque jour que tu répètes une habitude, même si tu ne vois pas de résultat, tu envoies un message à ton esprit. Je contrôle. Pas mes émotions, pas mes distractions, pas mes envies. Moi, c'est le pouvoir. La répétition est le langage de la maîtrise personnelle. C'est le feu lent qui purifie l'esprit et durcit l'esprit. C'est pourquoi les faibles l'évitent. Ils ont besoin de sentir constamment de la nouveauté pour ne pas affronter leur vide intérieur. Sois différent, répète, lève-toi à la même heure. Entraîne-toi même si tu n'en as pas envie. Étudie quand personne ne te regarde. Médite même si ton esprit crie d'ennui. La grandeur n'est pas dans ce que tu fais une fois avec passion, mais dans ce que tu fais 1000 fois avec un but.
La répétition ne te prive pas de liberté, elle te la donne. Car chaque acte répété consciemment est une affirmation de ton contrôle. Le pouvoir n'est pas dans le fait de faire plus, mais de faire mieux la même chose. Et quand tu apprends à te mouvoir dans ce rythme, quand ta vie devient une chorégraphie de constance, quelque chose change. Tu commences à ressentir du respect pour toi-même. Et le respect de soi est la base de toute force réelle. Alors arrête de chercher la motivation. Cherche la répétition. Parce que les hommes forts ne se lèvent pas inspirés. Ils se lèvent déterminés. Et ils le refont, jour après jour, jusqu'à ce que leur vie entière devienne une preuve silencieuse que l'ennui, en réalité, n'a jamais été ennuyeux. C'était le terrain d'entraînement où naissent les indestructibles. 2. Maîtrise tes impulsions. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions, et ils ne le savent même pas. Ils courent après chaque désir comme des chiens poursuivant un os invisible. Ils agissent avant de penser, parlent avant d'écouter et regrettent après. La société moderne t'a appris que si tu ressens quelque chose, tu dois agir immédiatement. Si tu as faim, tu manges. Si tu t'ennuies, tu regardes ton téléphone. Si tu es triste, tu publies quelque chose. Mais ce schéma, ce besoin constant de réagir est la racine de ta faiblesse. Maîtriser tes impulsions n'est pas une option, c'est une déclaration de pouvoir. L'impulsion est cet instant où le corps crie et l'esprit s'éteint. C'est le moment où tu décides de te contrôler ou de devenir la marionnette de tes émotions. Le stoïcien comprend cela. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas être dominé par tes désirs. Épictète le disait sans détour. Personne n'est libre, à moins de se dominer lui-même. Et cette phrase renferme une vérité brutale. Si tu ne peux pas dire non à tes impulsions, tu n'es maître de rien, pas même de toi-même. La maîtrise commence par les petites choses. Tu n'as pas besoin de conquérir des empires, juste de résister à l'urgence. L'urgence de répondre avec colère, de capituler, de chercher la validation, de te distraire. Chaque fois que tu repousses une réaction automatique, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu réprimes ce que tu ressens, mais parce que tu décides comment l'exprimer. Cette différence marque la distance entre le faible et le sage. Contrôler tes impulsions ne te rend pas froid, il te rend impénétrable. Il te donne la capacité d'agir avec clarté même quand tout brûle. Et cela, dans un monde où tout le monde réagit sans penser, est un avantage immense. Les gens vivent dans une guerre constante entre ce qu'ils veulent maintenant et ce dont ils ont vraiment besoin. Les faibles cèdent au plaisir immédiat, les forts choisissent le but. Et cela fait mal, parce que l'autocontrôle est une bataille silencieuse que personne n'applaudit. Mais chaque victoire interne laisse une trace. Quand tu arrives à te dominer, le monde cesse de te contrôler. Les provocations perdent leur effet. L'opinion des autres cesse d'importer. Les tentations deviennent petites. Non pas parce que l'environnement change, mais parce que tu changes. Sénèque l'a expliqué avec sagesse. L'homme le plus puissant est celui qui se domine lui-même. Contrôle ne signifie pas répression. Cela signifie conscience. C'est regarder ton désir dans les yeux et dire « Je comprends pourquoi tu existes, mais je ne te suivrai pas. » Imagine ceci, quelqu'un t'insulte, te provoque. L'ancien toi répondrait avec colère. Le toi qui se maîtrise garde le silence, observe, comprend et n'agit que si c'est nécessaire. C'est la différence entre réagir et répondre, entre être emporté par le courant ou diriger le cours de la rivière. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu construis un mur intérieur. Ce mur ne t'isole pas, il te protège. Il te sépare du chaos de ceux qui vivent gouvernés par des impulsions qui les détruisent. Le contrôle personnel est un pouvoir pur, invisible mais réel. Il te rend redoutable, car celui qui ne se maîtrise pas est facile à manipuler. Mais celui qui se gouverne lui-même ne peut être contrôlé par personne. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, ne la rejette pas, observe-la. Respire, décide. Dans cet espace entre l'impulsion et l'action, vis ta liberté. Les sages le savent. Celui qui se contrôle ne perd pas, il gagne le respect de son esprit. Et dans un monde dominé par les impulsions, celui qui se maîtrise lui-même est le seul qui commande vraiment. 3.
Le but avant le plaisir. Le plaisir est l'hameçon le plus brillant du monde moderne. Tout ce que tu vois, tout ce que tu consommes est conçu pour te faire te sentir bien pour un instant et vide ensuite. On nous a programmés pour chercher une gratification constante, un j'aime, un achat, un nouvel objectif qui ne dure qu'un jour. Mais personne ne t'apprend à supporter le silence, l'attente, la frustration qui accompagne inévitablement toute chose qui en vaut vraiment la peine. Le plaisir crie, le but chuchote. Et c'est pourquoi si peu de gens l'entendent. Le plaisir te donne une étincelle momentanée. Le but t'allume pour toute la vie, mais il exige un sacrifice. Il exige de renoncer à ce qui te donne du plaisir immédiat pour quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est l'essence de la force. Le plaisir est facile, le but fait mal. Le plaisir te distrait, le but te concentre. Le plaisir te vide, le but te remplit. Tout homme qui a atteint la grandeur a dû payer ce prix. Marc Aurèle le comprenait. Écrire ses méditations n'était pas un divertissement, c'était une discipline. Sénèque, entouré de luxe, savait que la richesse sans but n'est qu'une cage dorée. Épictète, bien qu'esclave, était plus libre que beaucoup d'hommes riches parce qu'il avait une direction, une raison de résister. Quand tu vis guidé par le plaisir, tu deviens un prisonnier de tes désirs. Mais quand tu vis guidé par un but, tu deviens l'architecte de ton destin. C'est la différence entre vivre par réaction et vivre par intention. Demande-toi, combien de décisions prends-tu juste pour te sentir bien pour un moment? Et combien n'en prends-tu parce que tu sais qu'elles te rapprochent de la vie que tu veux vraiment construire? Si la plupart de tes actions sont motivées par la première option, tu fuis, tu n'avances pas. Le but ne te donne pas de dopamine, il te donne une direction. Et cela fait peur. Parce que quand tu as un but, tu ne peux pas te cacher derrière des excuses. Tu ne peux pas te distraire avec des futilités. Tu dois affronter ta faiblesse, tes habitudes, tes pensées. C'est pourquoi beaucoup l'évitent. Il est plus confortable de se perdre dans les plaisirs que de s'engager dans quelque chose qui exige de la discipline. Mais ceux qui vivent avec un but n'ont pas besoin de distraction. Leur mission leur donne de l'énergie, pas de l'évasion. Le plaisir dépend de l'environnement. Le but dépend de toi. Tu peux être entouré de chaos et pourtant avancer si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que tout aille bien, tu as juste besoin de clarté. Cette clarté te rend dangereux, car on ne peut plus te manipuler avec des récompenses ou des menaces. Tu as cessé d'être réactif. Tu as choisi ton propre chemin. Vivre avec un but ne signifie pas éliminer le plaisir, mais le mettre à sa place. Profiter n'est pas mal. Ce qui détruit, c'est de vivre uniquement pour ça. Le stoïcien ne renonce pas au bonheur, il renonce à la dépendance. Parce qu'il comprend que le plus doux n'est pas ce qu'on obtient, mais ce qu'on construit. Chaque fois que tu choisis le but au-dessus du plaisir, tu renforces ton esprit. Tu dis au monde, je n'ai pas besoin de stimulants pour me sentir vivant, il me suffit d'avoir une direction. Et c'est une forme de pouvoir que peu de gens comprennent. Alors arrête de poursuivre la facilité. Ne cours pas après le prochain plaisir, la prochaine évasion. Trouve quelque chose qui justifie ta discipline. Quelque chose qui te fait te lever même quand rien n'a de sens. Parce que le plaisir t'offre une récompense aujourd'hui, mais te la prend demain. Le but exige un effort aujourd'hui, mais te donne la liberté pour toujours. Et quand tu comprendras cela, tu arrêteras de chercher à te sentir bien et tu commenceras à te construire bien. Parce que le plaisir t'endort, mais le but te réveille. 4. Force dans le calme. Nous vivons à une époque où les gens confondent le bruit avec le pouvoir. Ils pensent que celui qui crie le plus gagne, que celui qui se montre le plus vaut plus. Mais la véritable force ne fait jamais de scandale. La véritable force est celle qui reste calme lorsque tout autour s'effondre. C'est le type de pouvoir qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il se soutient lui-même. Et ce calme, dans un monde qui court sans réfléchir, est presque révolutionnaire. Contrôler le calme ne signifie pas être passif. Cela signifie maîtriser le feu intérieur pour qu'il ne te consume pas. Cela signifie agir avec précision lorsque tout le monde agit par impulsion. Dans une tempête, le faible panique. Le fort observe, analyse, attend, et seulement alors il bouge. Cette pause est ce qui sépare un sage d'un impulsif.
Parce que le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de conscience. Marc Aurèle le savait. Il gouvernait un empire entier et pourtant, chaque nuit, il écrivait pour se rappeler de ne pas perdre le contrôle. Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose, mais de ton jugement sur elle, disait-il. C'est l'essence du calme. Comprendre que tu ne contrôles pas les faits, seulement ton interprétation d'eux. Alors que d'autres gaspillent de l'énergie en réagissant, tu conserves la tienne en pensant. Cette différence définit le cours de ta vie. Le monde te pousse à réagir rapidement, à répondre sans réfléchir, à prouver que tu es présent. Mais le calme est une forme de rébellion. C'est regarder le chaos dans les yeux et dire « tu ne vas pas m'entraîner ». Le calme ne s'achète pas, il se forme. Et chaque fois que tu choisis de ne pas exploser, tu renforces tes fondations internes. Tu transformes ton esprit en un refuge, pas en un champ de bataille. Les gens pensent que rester calme est facile. Ce n'est pas le cas. Cela demande du courage. Cela nécessite de savoir que tu n'as pas à répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie, que le silence parfois frappe plus fort que 1000 mots. Le calme est le langage de ceux qui ne cherchent pas à gagner des discussions, mais à préserver leur paix. Et c'est un niveau de force que beaucoup n'atteindront jamais, car pour rester calme au milieu du bruit, tu dois d'abord t'être confronté à toi-même. Chaque situation difficile est un test de ton équilibre. Chaque provocation est une opportunité de te maîtriser. Celui qui reste serein ne le fait pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à gouverner ce qu'il ressent. C'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Et curieusement, le calme attire le respect. Parce que les gens peuvent discuter avec tes mots, mais ils ne peuvent pas altérer ta présence quand elle est ferme. Pratiquer le calme n'est pas se déconnecter du monde, c'est se reconnecter à soi. C'est se rappeler qu'aucune insulte ne te définit, aucune hâte ne te contrôle, aucun obstacle n'a le pouvoir de te renverser si tu ne le lui donnes pas. L'esprit tranquille voit plus clair, et celui qui voit clair décide mieux. C'est la différence entre un leader et un suiveur. Le leader maîtrise le moment, il ne le craint pas. Alors, la prochaine fois que la vie te poussera à réagir, fais le contraire, arrête-toi, respire, observe. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que le calme est ton bouclier. Celui qui maîtrise sa paix maîtrise n'importe quelle bataille. Tu n'as pas besoin de prouver ta force au monde. Tu as juste besoin de la conserver. Parce que dans un monde hystérique, le calme n'est pas une faiblesse. C'est une forme silencieuse de supériorité. 5. Sois ton meilleur projet. La plupart des gens consacrent leur vie à construire des choses en dehors d'eux-mêmes. Carrière, relations, apparence, fortune. Mais ils oublient l'essentiel, se construire eux-mêmes. C'est ironique, n'est-ce pas? Nous nous soucions de la façon dont les autres nous voient, mais nous ignorons comment nous nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir et que personne ne nous observe. Nous exigeons des progrès externes, mais nous tolérons la stagnation interne. Et ainsi nous vivons, perfectionnant les façades tout en négligeant les fondations. Devenir ton meilleur projet signifie cesser de te voir comme un produit fini. Cela signifie accepter que tu es en constante évolution et que chaque jour est une opportunité pour t'améliorer. Non pas pour l'approbation, non pas pour la comparaison, mais par respect pour toi-même. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Tu es ce bateau. Et si tu ne travailles pas à te renforcer, n'importe quel courant te balayera. Être ton meilleur projet est une forme de discipline silencieuse. Il ne s'agit pas de grands changements, mais de petites décisions constantes. De te lever même si tu n'en as pas envie. De tenir tes promesses même si personne ne les voit. De te corriger lorsque tu te découvres agissant par ego, paresse ou peur. C'est un investissement quotidien que beaucoup ne font pas parce qu'il n'offre pas de récompense immédiate. Mais l'intérêt composé de ton effort interne se paie en sérénité, clarté et pouvoir. Dans un monde qui t'apprend à paraître plus que ce que tu es, être authentique est un acte de rébellion. Les gens se déguisent en succès alors que leur esprit s'effondre. Mais celui qui travaille sur lui-même n'a pas besoin de se vanter. Son énergie parle pour lui. Sa présence transmet la calme, pas l'anxiété. Son regard reflète la concentration, pas le manque. Ce type de personne ne cherche pas à briller, elle illumine sans essayer.
Lorsque tu décides de faire de toi ton projet le plus important, tu changes l'équation. Tu commences à mesurer le progrès par ton caractère, pas par tes résultats. Tu te demandes moins qu'est-ce que j'ai, et plus qui suis-je en train de devenir. Et cette question te met sur la bonne voie, parce que la vie ne te récompense pas pour l'accumulation de choses, mais pour devenir quelqu'un digne de les soutenir. Le travail interne est le plus exigeant, parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il n'y a pas de filtre, pas de spectateurs, pas d'applaudissements. Il n'y a que toi face à tes limites. Mais c'est dans cette solitude que l'acier est forgé. Et lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais cohérent, ton monde change. La cohérence est la forme la plus pure de pouvoir. Le véritable développement personnel ne réside pas dans la lecture de phrases motivantes ou le suivi de routines étrangères. Il réside dans la connaissance de soi, dans la compréhension de ce qui te retient, de ce qui t'inspire, de ce qui te sabote. Il réside dans l'observation de toi-même, avec une brutalité honnête et l'action intentionnelle, dans le polissage de tes vertus sans orgueil et la confrontation de tes défauts sans peur. Parce que l'homme qui se construit lui-même ne dépend pas de la chance, il devient son propre fondement. Alors arrête de chercher qui admirer et commence à construire qui tu seras. Fais de ton esprit ton chef-d'œuvre. Fais de ta discipline ton héritage. Parce que tout ce que tu investis en toi ne sera jamais perdu. Tout ce qui est externe peut s'effondrer. Relations, argent, reconnaissance. Mais si tu es solide à l'intérieur, rien ne peut te renverser. Être ton meilleur projet n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Parce que lorsque tu t'améliores, tu améliores le monde que tu touches. Et c'est alors que tu comprends que la plus grande création que tu peux laisser dans cette vie, c'est toi-même. 6. Prends soin de ton environnement. Les personnes avec qui tu passes ton temps façonnent ton esprit plus que tu ne l'imagines. Ce que tu vois, entends et permets au quotidien devient ton environnement mental. Et cet environnement peut te propulser ou te détruire. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou isolé, il s'agit de comprendre que ton environnement n'est pas un détail, c'est ton terrain de croissance. Si tu plantes une graine dans un sol toxique, peu importe combien tu l'arroses, elle ne poussera pas forte. Il en va de même pour toi. Ton environnement n'est pas seulement fait de personnes, mais aussi d'idées, d'habitudes et de stimuli. Tout ce que tu consommes, des conversations que tu as, à ce que tu vois sur les réseaux, façonne ton caractère. Si tu t'entoures de bruit, tu perdras en clarté. Si tu t'entoures de plaintes, tu deviendras une. Si tu t'entoures de médiocrité, tu commenceras à la justifier. C'est pourquoi les stoïciens étaient si sélectifs avec leur compagnie. Ils savaient que l'esprit est contagieux. Épictète conseillait « Évite les compagnies qui corrompent la vertu ». Non pas parce qu'il méprisait les autres, mais parce qu'il comprenait que protéger l'esprit, c'est protéger la vie. Prendre soin de ton environnement ne signifie pas t'enfermer, mais choisir consciemment ce que tu laisses entrer. Si tu veux la paix, tu ne peux pas vivre dans le chaos. Si tu veux la clarté, tu ne peux pas tolérer le désordre. Si tu veux la force, tu ne peux pas partager d'énergie avec ceux qui se nourrissent du drame. Peu importe combien tu travailles sur toi, si tu reviens chaque jour à un environnement qui draine ton énergie, tu reculeras sans t'en rendre compte. L'environnement est comme un courant d'eau. Si tu n'es pas vigilant, il t'emporte. L'environnement se reflète aussi dans ce que tu permets en toi. Parfois, l'endroit le plus dangereux n'est pas une pièce, mais ta propre tête remplie de voix étrangères. Des voix qui te disent que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine, que tu devrais le laisser pour plus tard. Mais quand tu décides de prendre soin de ton environnement, tu décides aussi de prendre soin de tes pensées. Tu commences à nettoyer non seulement ton espace physique, mais aussi ton espace mental. Et ce nettoyage apporte du pouvoir. Le silence peut être inconfortable au début, mais il est aussi sacré. Quand tu élimines le bruit externe, ce qui compte vraiment apparaît. L'esprit s'ordonne, l'âme respire et ton but retrouve sa forme. Tu ne peux pas construire une vie forte à partir d'un terrain contaminé. Tu dois dégager le terrain, arracher ce qui est superflu et prendre soin de ce qui nourrit. C'est là la véritable discipline. Regarde ton environnement et demande-toi, est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Ces personnes m'élèvent-elles
ou me distrait-elle? Ces lieux m'inspirent-ils ou m'épuisent-ils? Être conscient de cela ne te rend pas froid, cela te rend sage. Parce que quand tu choisis ton environnement, tu choisis ton destin. Fais attention à qui tu laisses près de toi. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu consommes. L'esprit est un jardin et tu décides si des fleurs ou des mauvaises herbes y poussent. Ne t'excuse pas de protéger ta paix. Les gens qui te perdent quand tu prends soin de toi ne t'ont jamais valorisé quand tu te négligeais. Et quand tu apprends à t'entourer de calme, de buts et de personnes qui cherchent aussi à grandir, toute ta vie change de fréquence. L'environnement idéal ne se trouve pas, il se construit. Ce n'est pas de la chance, c'est une sélection. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. Parce que quand l'endroit où tu vis, les gens avec qui tu partages et les pensées que tu gardes sont alignés avec ton but, tu n'as plus besoin de motivation externe. Tu es entouré de croissance. Et là, dans cet équilibre silencieux, commence ta véritable force. 7. Grandeur dans la simplicité. Le monde actuel te convainc que tu as besoin de plus pour te sentir quelqu'un. Plus d'argent, plus de succès, plus d'attention, plus de choses. Mais la vérité est que plus tu poursuis l'inutile, plus tu t'éloignes de l'essentiel. La grandeur n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la simplicité. Avoir si clairement en tête ce qui compte, que le reste cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est la sagesse que les stoïciens ont comprise et que le monde moderne a oubliée. Le simple n'appauvrit pas, il libère. Le simple n'est pas vide. C'est de la pureté. C'est la capacité de te concentrer sur ce qui donne vraiment un sens à ta vie. Vivre avec moins de bruit, moins de drame, moins de besoin de prouver. La simplicité n'est pas un manque d'ambition, c'est une direction. Alors que les autres dépensent leur énergie dans 100 choses à la fois, tu la concentres sur une seule. Être meilleur chaque jour. La société craint la simplicité parce qu'elle ne sait pas rester immobile. Elle pense que s'il n'y a pas de mouvement, il y a échec. Mais le mouvement sans but n'est que distraction déguisée en productivité. Apprendre à vivre avec moins ne signifie pas te contenter. Cela signifie ne pas permettre à l'inutile de te voler l'essentiel. Marc Aurèle le pratiquait tous les jours. Malgré qu'il était empereur, il vivait modestement. Il décrivait des réflexions pour se rappeler que tout ce qui est externe, richesse, célébrité, pouvoir, était éphémère. Sénèque, ayant tout, renonça au superflu pour conserver sa sérénité. Et Épictète, n'ayant rien, vivait avec plus de paix que la plupart. Tous comprenaient une même vérité. Il ne s'agit pas de combien tu as, mais de combien tu as besoin pour être en paix. La grandeur dans la simplicité naît lorsque tu arrêtes de te compliquer pour impressionner. Lorsque tu arrêtes de remplir tes journées avec des activités qui n'apportent rien. Lorsque tu choisis la qualité sur la quantité. Parce que l'esprit a besoin d'espace, et l'âme aussi. Si tu vis saturé de stimuli, tu finis par être anesthésié. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne ressens pas. Et alors tu oublies qui tu es. La simplicité n'est pas esthétique, c'est un pouvoir intérieur. C'est savoir dire non à ce qui te distrait. C'est éliminer ce qui ne s'ajoute pas, sans remords. C'est apprécier un café en silence, plus qu'une conversation vide. C'est marcher, sans avoir besoin de le raconter. C'est trouver du plaisir dans le quotidien sans chercher de validation. C'est la véritable richesse, pouvoir profiter de l'essentiel sans ressentir de manque. Chaque fois que tu choisis la simplicité, tu affines ton âme. Tu entraînes ton esprit à voir clairement. Le simple te force à regarder à l'intérieur, et cela dérange ceux qui ne savent que regarder à l'extérieur. Mais si tu le supportes, tu deviens libre. Tu arrêtes de concourir, de prétendre, de vouloir gagner une course qui ne mène nulle part. La simplicité te donne du pouvoir parce qu'elle élimine le bruit et ne laisse que l'essentiel, toi et ton but. Regarde ta vie avec honnêteté. Combien de choses fais-tu simplement par inertie? Combien de charges gardes-tu par peur de lâcher? La grandeur n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins. C'est pouvoir regarder ton environnement et te sentir complet sans fioriture. C'est vivre avec un but, pas avec excès. Les gens forts ne cherchent pas à se compliquer, ils cherchent la clarté. Ils n'ont pas besoin de se parer pour briller. Et pendant que le reste se perd dans le superficiel, tu te renforces dans l'essentiel.
Parce que celui qui trouve la beauté dans le simple a conquis quelque chose que le monde entier cherche sans le savoir. La paix de ne pas avoir besoin de temps pour être immense. C'est la grandeur silencieuse que seuls les sages comprennent. Oui, protège ta paix. Ta paix vaut plus que n'importe quel argument, plus que n'importe quelle victoire, plus que n'importe quelle relation. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas jusqu'à ce qu'ils la perdent. Nous vivons entourés de provocations, des personnes qui cherchent une réaction, des situations conçues pour perturber ton calme, des nouvelles qui ne font que semer l'anxiété. Tout est construit pour te maintenir inquiet, pour que tu réagisses, pour que tu te distrais. Et chaque fois que tu tombes, tu cèdes du pouvoir. Protéger ta paix n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à vivre à l'intérieur sans qu'il te dévore. La société glorifie la vitesse, l'opinion et la confrontation. Elle te pousse à prendre position sur tout, à participer à des discussions qui ne changent rien, à défendre ton ego comme si c'était ton identité. Mais celui qui protège sa paix sait choisir ses batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ce qui te dérange ne nécessite pas de réponse. Le silence est souvent le coup le plus fort, car il montre que tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour prouver que tu as gagné. Marc Aurèle disait que ce qui te vole ta tranquillité te domine. Et c'est vrai. Si tu laisses n'importe qui ou n'importe quelle situation contrôler ton état émotionnel, alors tu restes esclave. La véritable liberté ne se mesure pas par le nombre de portes que tu peux ouvrir, mais par le nombre de portes que tu peux fermer sans te sentir coupable. Protéger ta paix, c'est apprendre à te retirer avant de te perdre. C'est fixer des limites, même à ce que tu aimes, si cela commence à te vider. Ta paix est le centre de ta force. Sans elle, tout le reste s'effondre. Tu ne peux pas penser clairement, tu ne peux pas décider fermement, tu ne peux pas grandir avec un but. C'est pourquoi l'homme sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à être en équilibre. Et cet équilibre se défend, se soigne, se protège comme un trésor. Les gens confondront ton calme avec l'indifférence, mais peu importe. Ils vivent en guerre avec tout, même avec eux-mêmes, pas toi. Tu choisis d'être en paix, et ce choix est ton plus grand acte de pouvoir. Protéger ta paix ne signifie pas éviter le conflit, mais l'affronter sans perdre le contrôle. C'est regarder le chaos avec un esprit tranquille et agir avec intelligence, pas avec colère. C'est dire non sans culpabilité, c'est t'éloigner sans rancune, c'est comprendre que parfois la distance est une marque de respect envers toi-même. Il y aura ceux qui ne supporteront pas ta sérénité parce qu'elle les confronte à leur propre désordre. Ils essaieront de t'entraîner dans leur bruit. Ne tombe pas. La provocation cherche toujours de la compagnie, et tu n'es pas obligé d'y assister. Garder ta paix est un art que peu maîtrisent, parce qu'il nécessite du courage. Il faut accepter que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, que ne pas répondre est aussi une réponse, que ton silence peut être plus fort que leurs cris. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler comment tu le traverses. Et si tu réussis à garder ta paix intacte pendant que tout bouge autour de toi, tu seras devenu quelqu'un d'imperturbable. Non pas par froideur, mais par force. La paix ne se trouve pas, elle se construit. Elle se construit avec de petites décisions. Choisir le calme plutôt que le drame, la réflexion plutôt que la réaction, la distance plutôt que l'épuisement. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu dis au monde que ton bien-être n'est pas à vendre. Alors protège-toi, protège ton énergie comme si c'était de l'or. Ne donne pas ta sérénité à ceux qui ne sauraient pas quoi en faire. L'homme ou la femme qui maîtrise sa paix maîtrise son destin. Parce que dans un monde où tout le monde crie, celui qui reste silencieux devient intouchable. Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus haute de pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Les femmes testent les hommes, bien que peu osent l'admettre. Pas avec des examens évidents, mais avec des phrases simples, des gestes, des silences qui observent plus qu'ils ne disent. Chaque question innocente, chaque commentaire décontracté est une façon de mesurer ton centre,
ton calme et ta force. Elles ne le font pas par cruauté, mais par instinct. Elles veulent savoir si l'homme en face d'elles est solide ou s'il s'effondre au premier contact. Quand un homme s'énerve, se justifie ou essaie de plaire pour éviter le conflit, il perd du terrain. Non pas parce qu'elle veut te battre, mais parce qu'elle vient de confirmer qu'elle peut te dominer. Et à ce moment-là, le respect s'évapore. Mais quand tu gardes ton calme, quand tu réponds sans anxiété, quand tu ne te justifies pas et que tu ne t'expliques pas trop, quelque chose change. L'énergie s'inverse. Elle sent qu'elle est face à un homme qui ne cherche pas l'approbation, qui ne réagit pas par peur, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire qu'ils doivent comprendre les femmes pour gagner leur intérêt. Non, ils doivent se comprendre eux-mêmes. Les tests ne sont pas sur elles, ils sont sur toi. Sur ton contrôle, ta patience, tes limites et ta cohérence. Chaque mot, chaque réaction, chaque regard révèle si tu es maître de toi ou si n'importe qui peut te manipuler. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à jouer leur jeu, mais à maîtriser le tien. Parce que quand un homme se connaît, se contrôle et reste ferme, il n'y a pas de test qui puisse le faire vaciller. C'est ainsi que l'on gagne le véritable respect. Non pas avec des promesses ou des discours, mais avec du caractère. Écoute attentivement, car ce sont les leçons que tout homme doit apprendre. 1. Contrôle tes émotions. Le feu, lorsqu'il est incontrôlé, ravage tout ce qu'il touche, mais lorsqu'il est maîtrisé, il éclaire et donne de la chaleur. Les émotions d'un homme fonctionnent de la même manière. Si elles ne sont pas gouvernées, elles le consument. Si elles sont dirigées, elles le renforcent. Beaucoup de femmes, sans le dire directement, testent le contrôle émotionnel d'un homme. Elles observent comment il réagit à une critique, à un retard, à un commentaire inconfortable. Elles ne cherchent pas sa perfection, elles cherchent sa trempe. Elles veulent voir s'il a suffisamment de maîtrise pour rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Lorsqu'un homme perd le contrôle, son insécurité se révèle. Peut-être qu'il élève la voix, se justifie ou s'énerve pour un rien, montrant que ses émotions le gouvernent. Et cela tue le respect, car un homme qui ne se contrôle pas projette de la faiblesse. Les femmes perçoivent la différence entre la force émotionnelle et la réactivité. La force se ressent dans la sérénité, pas dans le bruit. Tu n'as pas besoin de démontrer ta puissance si tu sais rester calme lorsque d'autres cherchent à te provoquer. Contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre. Cela signifie ne pas réagir impulsivement, mais avec clarté. Si quelqu'un te défie, tu ne rentres pas dans le jeu. Si on te provoque, tu ne donnes pas ton énergie. Si on te confronte, tu choisis quand et comment répondre. Cette pause avant d'agir est le signe de la maturité. L'homme faible réagit, le fort choisit. Dans une relation, cette différence définit tout. La femme qui essaie de tester ton centre ne veut pas te voir en colère. Elle veut savoir si le chaos peut te briser. Si ce n'est pas le cas, elle se sent en sécurité à tes côtés. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. L'homme qui sait garder son calme lorsque les émotions menacent de le submerger prouve qu'il est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de parler plus fort ou de se justifier pour être entendu. Sa présence dit tout. Celui qui maîtrise son esprit domine la situation. Même le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, devient une autorité. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en curiosité, ne te précipite pas pour t'expliquer. Ne réponds pas depuis l'anxiété. Observe, analyse, et si tu décides de répondre, fais-le avec fermeté et sérénité. Parce que le respect ne se gagne pas avec des impulsions, mais avec le contrôle. L'homme émotionnellement stable ne cherche pas l'approbation, il projette la sécurité. Il ne craint pas les silences, il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Sa maîtrise interne transforme chaque test en une opportunité de montrer qui il est vraiment. Et c'est là le secret. Celui qui contrôle ses émotions ne fait pas seulement passer les tests, il redéfinit la dynamique. Il ne concourt plus, il dirige, parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais de ne pas se laisser vaincre par soi-même. 2. Définis tes limites. Le respect naît là où tu traces ta frontière. La vie d'un homme sans limite est comme une maison sans mur. Si tu ne respectes pas tes limites, tu ne peux pas construire la paix. La vie d'un homme sans limite est comme une maison sans mur. Si tu ne respectes pas tes limites, tu ne peux pas construire la paix. La vie d'un homme sans limite est comme une maison sans mur.
N'importe qui peut entrer, perturber son ordre et laisser le chaos dans son sillage. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, mettent à l'épreuve ces murs dès le premier instant. Elles ne le font pas par malice. Elles le font pour voir si elles peuvent faire confiance à ta structure. Quand une femme te défie, te contredit ou te provoque, elle ne cherche pas toujours à discuter. Elle cherche à comprendre si ton centre est solide ou si n'importe quelle émotion peut le faire s'écrouler. Tes limites sont le reflet de ta force. Si tu les définis clairement et sans peur, tu inspires le respect. Si tu les caches ou les cèdes pour éviter le conflit, tu deviens invisible. L'homme qui craint de perdre l'approbation vit en négociant sa dignité. Il dit oui quand il veut dire non. Il s'adapte à ce qui le dérange. Il se tait quand quelque chose le dérange et il sourit quand il est frustré. Cette passivité n'est pas de la bonté, c'est de la lâcheté. Car celui qui ne défend pas sa paix devient prisonnier de la volonté d'autrui. Une limite n'est pas une barrière, c'est une déclaration. C'est ce que je suis. Je ne tolère pas ça, je ne négocie pas ça. Celui qui n'apprend pas à marquer son espace finit entouré de personnes qui le transgressent constamment. Quand une femme te lance un défi, ne le prends pas comme une menace, mais comme une opportunité de montrer qui tu es. Peut-être qu'elle t'interrompt, te contredit, te défie, ou te pose une question juste pour observer ta réaction. Si tu te troubles, tu confirmes son doute. Si tu te justifies trop, elle perd de l'intérêt. Mais si tu restes calme, si tu réponds avec assurance, sans devenir agressif ni complaisant, tu inspires le respect. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu te contrôles. Les limites ne s'expliquent pas, elles se maintiennent. Tu n'as pas à crier, ni à te justifier, ni à démontrer ton autorité. La véritable force réside dans le fait de rester ferme, même lorsque la situation te pousse à céder. Si quelqu'un franchit la ligne, tu te retires sans drame. Si quelqu'un insiste, tu répètes ta position sans colère. C'est ainsi que tu enseignes comment te traiter. Les gens respectent ce qui reste ferme et abusent de ce qui cède par peur. Définir des limites ne signifie pas te fermer à l'amour ou au lien. Cela signifie protéger le respect qui lui donne de la valeur. Une femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui a de la clarté. Non pas celui qui cherche à plaire, mais celui qui se respecte assez pour ne pas accepter moins que ce qu'il mérite. Tes limites ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des fondations qui te soutiennent. Celui qui les a ne craint pas de perdre, car il sait qu'il ne se trahira jamais lui-même. Garde tes limites claires, sans colère, sans justification. Il n'y a pas de signal plus puissant de force qu'un homme qui reste fidèle à sa propre parole. 3. Sois cohérent, pas complaisant, il y a des hommes qui changent de couleur selon qui les regarde. Face à une femme forte, ils se montrent sûrs d'eux. Face à une femme exigeante, ils deviennent dociles. Cette instabilité n'est pas une adaptation, c'est un manque d'identité. La cohérence est le sol sur lequel le respect est planté. Chaque femme le perçoit, même sans mots. Elle n'a pas besoin que tu dises qui tu es. Elle le sent dans ta façon d'agir, dans ta réponse à la pression, dans le fait que tu maintiens tes principes ou que tu les adaptes pour plaire. La plupart des épreuves féminines ne cherchent pas ta connaissance, elles cherchent ta constance. Être cohérent signifie que ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés. Tu ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Tu ne feins pas un calme que tu ne ressens pas. Tu n'adoptes pas des idées juste pour t'intégrer. La femme qui te met à l'épreuve ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait pour voir si elle peut faire confiance à ce qu'elle voit. Quand tu te contredis, elle perd foi. Quand tu dis une chose et en fais une autre, elle perd le respect. Parce que si tu ne peux pas rester fidèle à ta parole, comment peux-tu espérer que quelqu'un croie en toi? La complaisance est le déguisement le plus commun de la peur. L'homme complaisant dit ce qu'elle veut entendre, évite de discuter, s'adapte à tout et se convainc que c'est de la maturité. Mais derrière ce calme apparent, il y a de la faiblesse. Ce n'est pas la paix, c'est la peur de perdre l'approbation. La cohérence, en revanche, peut déranger mais elle inspire confiance. Un homme qui reste ferme, même s'il n'est pas populaire, dégage de la force. Et cette force est plus attirante que toute tentative de plaire. Quand une femme te pose une question qui semble innocente,
Elle mesure en réalité si tu as un jugement propre ou si tu te plies sous la pression. Elle peut te demander tes plans, tes limites ou ton opinion sur un sujet sensible. Si tu changes de réponse pour ne pas la contrarier, elle te perçoit comme faible. Si tu maintiens ta position sans t'imposer, sans chercher à la convaincre, elle remarque que tu parles avec conviction, pas avec peur. La cohérence se perçoit dans la stabilité émotionnelle et dans la congruence entre tes paroles et tes actes. Être cohérent, ce n'est pas être têtu, c'est savoir qui tu es et agir en fonction de cette connaissance, même quand c'est difficile. C'est dire non quand quelque chose va à l'encontre de tes valeurs, même si tu risques qu'elle s'éloigne. C'est maintenir ton style de vie, tes principes et tes limites sans te sentir coupable. Et surtout, c'est ne pas prétendre être quelqu'un que tu n'es pas juste pour garder l'attention d'une femme. Parce que quand tu prétends, tu peux lui plaire, mais elle ne te respectera jamais. L'attraction véritable naît de l'équilibre entre la fermeté et la sérénité. La femme peut ne pas être d'accord avec toi, mais si elle voit que ton comportement est constant, que tes paroles ne changent pas avec le vent, elle te perçoit comme un homme de caractère. Être cohérent est la base du pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de l'imposer ni de le justifier. Chaque action le reflète. La femme qui te met à l'épreuve ne cherche pas à te dominer. Elle cherche à vérifier si tu te maîtrises. Si elle voit que tu ne changes pas de direction par anxiété, que tes limites sont les mêmes avec elle ou sans elle, elle saura qu'elle est face à un homme intègre. Et un homme intègre n'a pas besoin d'être parfait pour être respecté. Il a juste besoin d'être cohérent. C'est le signe le plus clair de force que tu peux donner. 4. Regarde les actions, pas les mots. Les mots sont comme la fumée, ils remplissent l'air, mais disparaissent au premier vent. Les actions, en revanche, sont des empreintes qui ne s'effacent pas. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'écouter ce qu'ils veulent entendre, plutôt que d'observer ce qui est devant eux. Les femmes le savent et l'utilisent comme un miroir. Elles disent une chose et en font une autre, non pas pour te tromper, mais pour voir si tu es assez éveillé pour remarquer la différence. Les tests les plus subtils ne viennent pas toujours sous forme de questions, mais de petites contradictions qui révèlent si tu es un homme qui écoute avec les oreilles ou avec les yeux. L'homme naïf s'accroche aux mots parce qu'il cherche une sécurité émotionnelle. Il veut croire que ce qu'on lui dit est réel, parce que faire face à la vérité lui demanderait d'agir. Mais l'homme conscient ne se guide pas par des promesses. Il se guide par des faits. Il comprend que les mots peuvent être jolis, mais que les actes sont la véritable déclaration d'intention. Dans une relation, c'est vital. Peu importe combien elle te dit qu'elle t'aime, si ses actions ne le démontrent pas. Peu importe combien elle promet de changer, si son comportement reste le même. L'action est la preuve qui valide ou détruit le discours. Observer les actions ne signifie pas se méfier. Cela signifie voir clairement. La femme qui te met à l'épreuve peut te complimenter aujourd'hui et te défier demain juste pour voir si ta perception change en fonction de ce que tu entends. Si tu te laisses emporter par chaque mot, elle saura qu'elle peut te manipuler avec des émotions. Mais si tu observes les modèles, les temps et les faits, elle verra qu'elle ne peut pas te manipuler facilement. Ce type d'homme impose le respect sans élever la voix, parce que son regard dit tout. Il ne se laisse pas distraire par les ornements. Les mots séduisent, mais les actions révèlent la vérité. Dans la vie quotidienne, applique cette règle. Regarde comment les gens agissent quand personne ne les observe. Comment ils réagissent sous pression. Comment ils traitent les autres quand ils n'ont pas intérêt à bien le faire. Ainsi, tu sauras qui mérite ton énergie et qui cherche seulement ton attention. La même chose s'applique à toi. Si tu parles de maîtrise de soi, montre-le. Si tu dis que tu as des limites, respecte-les. La cohérence se prouve par les actes, pas par les phrases. Le respect ne se construit pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est fait encore et encore. Chaque action réaffirme ta valeur ou la détruit. Ne te laisse pas impressionner par les discours, ni par les flatteries, ni par les promesses vides. Observe, analyse et réponds à partir de la réalité, pas de l'émotion. La femme qui te respecte ne le fait pas pour ce que tu dis, mais parce que tes actes le soutiennent. C'est la différence entre un homme qui inspire confiance et un autre qui ne fait que parler de confiance.
L'action constante est le langage qui n'a pas besoin de traduction. Et celui qui maîtrise ce langage n'a jamais à expliquer qui il est. 5. Vis selon tes standards. Les règles que tu suis lorsque personne ne te regarde sont celles qui définissent ta véritable valeur. Beaucoup d'hommes parlent de principes, mais les abandonnent dès que le désir, le confort ou la solitude les mettent à l'épreuve. Vivre selon tes standards ne consiste pas à répéter des phrases sur le respect ou la discipline. C'est le démontrer par tes actes, même lorsque personne ne t'applaudit. Les femmes détectent avec précision si tu vis ce que tu prêches ou si tes valeurs ne sont qu'un discours bien ficelé. Chaque test qu'elles te font cherche à découvrir si tes standards sont fermes ou si tu les ajustes en fonction de la personne que tu as en face. L'homme qui vit sans standard est comme une boussole sans nord. Il peut sembler aimable, flexible ou ouvert, mais en réalité il n'a pas de direction. Il cède sous la pression, change ses décisions par peur de perdre de l'affection et justifie son incohérence en disant qu'il le fait par amour. C'est la forme de faiblesse la plus subtile. Lorsqu'un homme n'a pas de règles internes, il devient esclave des règles externes. Et personne ne respecte celui qui ne se respecte pas lui-même. Vivre selon tes standards signifie rester fidèle à ton identité, même si cela te coûte des relations, des opportunités ou des moments de plaisir. Cela signifie que tu ne négocies pas ta paix pour de l'approbation, ni ta dignité pour du désir. Lorsqu'une femme perçoit que tes valeurs ne bougent pas, que tes limites ne changent pas même si l'attraction est forte, quelque chose dans son esprit se reconfigure. Elle ne te voit plus comme un homme ordinaire, elle te voit comme un homme solide, quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix. Cette solidité génère un type de respect qui ne peut être feint. Les standards ne se déclarent pas, ils se démontrent. Ne dis pas que tu valorises l'honnêteté si tu mens pour plaire. Ne parle pas de maîtrise de soi si tu perds ton calme chaque fois que quelque chose te frustre. Ne dis pas que tu cherches le respect si tu restes là où on ne te le donne pas. La cohérence entre tes principes et ton comportement est la base de ta réputation. Et une réputation forte ne se construit pas avec des mots, elle se gagne avec de la constance. Lorsqu'une femme te teste, elle observe si ton comportement change en fonction de ce qu'elle fait. Si tu cèdes quand elle te met sous pression, si tu brises tes propres règles juste pour la garder près de toi, elle perd l'admiration qu'elle avait une fois ressentie. Mais si elle remarque que tes actions sont cohérentes, que tu ne te trahis pas, son respect grandit. Parce qu'elle comprend que tu es engagé envers quelque chose de plus grand que son approbation, toi-même. Vivre selon tes standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Il ne s'agit pas de te croire supérieur, mais de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Chaque décision que tu prends envoie un message. Soit tu te renforces, soit tu te dilues. La femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui se respecte. C'est pourquoi vis selon tes standards comme s'ils étaient ton armure. Non pas pour te protéger du monde, mais pour te rappeler qui tu es chaque fois que le monde essaye de te faire oublier. 6. Sois indépendant. Dépendre de quelqu'un émotionnellement, c'est comme construire ta maison sur du sable. Elle peut sembler solide de l'extérieur, mais une petite tempête suffit pour tout faire s'effondrer. L'indépendance ne signifie pas être seul, mais ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre te soutienne pour rester debout. Les femmes perçoivent immédiatement lorsqu'un homme dépend de leur attention ou de leur validation. Chaque test qu'elles font cherche à mesurer cela, si tu as une vie solide par toi-même ou si tout ton équilibre dépend d'elle. La plupart des hommes confondent l'affection avec la dépendance. Ils pensent qu'être en couple signifie cesser d'être un individu. Ils commencent à faire tourner toute leur vie autour de la femme qu'ils désirent, et sans s'en rendre compte, ils perdent leur essence. Ils abandonnent leurs passions, leurs objectifs et même leur rythme personnel par peur de perdre leur attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en faisant cela, ils perdent précisément ce qui les attire, leur indépendance, leur objectif, leur énergie masculine. La femme ne respecte pas l'homme qui la place au centre de son monde, elle respecte celui qui a son propre monde. Être indépendant ne signifie pas être insouciant ou froid.
C'est savoir que même si tu partages des moments, ta paix ne dépend de la présence de personne. Si elle t'ignore, tu continues avec tes plans. Si elle s'éloigne, tu continues à grandir. Si elle te teste, tu ne cèdes pas ton équilibre. Cette attitude ne vient pas de l'orgueil, mais de la maturité. L'homme qui a besoin d'attention constante démontre un vide. Celui qui se concentre sur son objectif démontre une plénitude. La différence entre les deux, c'est abyssal. L'un mendie pour des miettes, l'autre génère de la valeur. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en distance ou en silence, ne réagis pas avec anxiété. Ne la cherche pas, n'essaie pas de forcer une réponse. Respire, garde le cap, continue avec tes objectifs. Le silence fait partie de l'examen. Elle veut voir si ton monde s'arrête lorsqu'elle s'éloigne. Si c'est le cas, elle te perd le respect. Sinon, elle te gagne en admiration, parce qu'elle comprend que tu es avec elle par choix, non par nécessité. L'indépendance ne se démontre pas en disant « je n'ai pas besoin de toi ». Elle se démontre en vivant sans dépendre. On le remarque dans ton énergie, dans ta routine, dans la façon dont tu gères les espaces personnels. Les hommes forts ne mendient pas l'attention, ils l'attirent avec leur concentration. Ils ne se disputent pas pour être une priorité, ils deviennent une priorité. Et ce type de présence ne peut pas être feint. Être indépendant ne signifie pas s'isoler, mais savoir que ta valeur ne change pas en fonction de l'opinion ou de l'affection de quelqu'un. La femme qui te respecte le fait parce qu'elle voit que ta vie a une direction avec ou sans elle. Et cela, c'est du pouvoir, parce que celui qui ne dépend pas des autres pour se sentir complet devient libre. Et la liberté est le terrain où fleurit le respect. Reste centré, concentré et ferme, parce que l'homme indépendant ne cherche pas à être admiré, il l'est par nature. 7. Garde ton calme ferme. Le calme est comme un mur invisible qui sépare les hommes ordinaires des hommes forts. Dans un monde où tout le monde réagit sans réfléchir, rester serein devient un acte de pouvoir. Les femmes le perçoivent instantanément. Elles observent comment tu réagis face au conflit, comment tu gères une critique ou une provocation. Elles ne cherchent pas à te voir parfait, elles cherchent à voir si le chaos peut te briser. Le calme est le miroir de ta maîtrise intérieure. Et chaque test qu'elles te font a un but, découvrir si tu as le contrôle ou si tes émotions te gouvernent. Quand tu perds ton calme, tu perds le respect. Peu importe la raison de ton argument. Si tu le livres avec colère ou anxiété, ton message se dilue. La femme ne se souvient pas de tes paroles, elle se souvient de ta réaction. Si tu te mets en colère, si tu te justifies ou si tu essaies toujours d'avoir le dernier mot, tu projettes de l'insécurité. Mais si tu gardes ton sang-froid, si tu parles lentement, si tu réfléchis avant de répondre, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel discours. Personne ne te contrôle. Et cela, plus que toute autre chose, inspire le respect. Garder son calme ne signifie pas rester silencieux en toutes circonstances, mais savoir quand parler et quand le silence est plus fort. Parfois, ne pas réagir est la réponse la plus intelligente. Quand une femme te provoque, t'interrompt ou te contredit, elle mesure ton tempérament. Si tu réponds avec agressivité, tu perds. Si tu cèdes par peur, tu perds aussi. Mais si tu soutiens le regard, si tu gardes un ton neutre, si tu ne te laisses pas entraîner dans le domaine de l'émotion, tu gagnes en autorité. Le calme ne s'impose pas, il se transmet. L'homme qui maîtrise son calme est celui qui maîtrise la situation. Alors que les autres discutent, il observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, il cherche à maintenir la paix intérieure. Cette sérénité déconcerte n'importe qui, car on ne peut pas manipuler celui qui ne réagit pas impulsivement. Et c'est précisément la clé. Les femmes testent la stabilité émotionnelle de l'homme, non pas parce qu'elles veulent le détruire, mais parce qu'elles veulent savoir si elles peuvent lui faire confiance quand tout devient incertain. Dans la vie quotidienne, ton calme est ton bouclier. Tu l'utilises dans les discussions, au travail, dans les moments difficiles. Ne te précipite pas, ne réponds pas immédiatement, ne cède pas à la provocation. Chaque fois que tu parviens à rester serein, alors que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, tu renforces ton caractère. C'est un entraînement silencieux, mais c'est celui qui transforme le plus. Le calme ferme est un pouvoir dissimulé.
Il n'a pas besoin de crier, il ne cherche pas l'attention, il ne prétend pas dominer. Il est simplement là, et quand il est là, tout le reste s'ordonne. La femme qui te voit calme face à la tempête comprend qu'elle peut te faire confiance, que tu n'es pas de ceux qui s'effondrent au premier coup. Cette sécurité ne se feint pas, elle se construit. Contrôle ton énergie, contrôle ta réaction et observe comment le monde commence à te traiter différemment. Parce que l'homme qui maîtrise son calme ne craint pas de perdre. Il sait qu'il se possède déjà lui-même. 8. Défends ta dignité. Il y a des choses qui, une fois perdues, ne se récupèrent pas, et la dignité en fait partie. C'est le fondement silencieux sur lequel tout le reste repose. Ton respect, ton pouvoir, ton équilibre. Les femmes le perçoivent sans que tu aies besoin de le dire. Elles n'ont pas besoin de voir de grands gestes, ni d'entendre des discours. Il leur suffit d'observer comment tu te traites toi-même et combien tu es prêt à tolérer. Chaque épreuve qu'elles te lancent, chaque limite qu'elles franchissent, cherche à mesurer cela. Elles ne veulent pas d'un homme parfait, elles veulent un homme avec des principes, quelqu'un qui ne se trahit pas lui-même pour plaire. Défendre ta dignité ne signifie pas devenir orgueilleux ou distant. Cela signifie avoir clairement conscience de ta valeur et agir en conséquence. C'est ne pas accepter des miettes d'attention, ne pas justifier les manques de respect, ne pas supplier pour de l'affection. Beaucoup d'hommes perdent leur pouvoir à ce stade précis. Ils permettent qu'on les manipule, qu'on les humilie ou qu'on les mette à l'épreuve encore et encore, simplement par peur d'être seul. Mais l'homme qui se respecte n'est jamais seul, car sa valeur ne dépend pas de la compagnie, elle dépend du caractère. Quand une femme te met à l'épreuve en défiant ta dignité, elle peut te critiquer injustement, t'ignorer ou te faire te sentir coupable de maintenir tes limites. Ne tombe pas dans le piège de trop t'expliquer ou de céder juste pour retrouver son attention. Chaque fois que tu te rabais, tu perds un morceau de respect, non seulement à ses yeux, mais aussi à tes propres yeux. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'attraction meurt là où la dignité est abandonnée. Défendre ta dignité ne nécessite pas de cris ni de confrontation. Elle nécessite de la fermeté. Si quelqu'un te parle avec mépris, ne réponds pas au même niveau. Éloigne-toi, simplement. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, retire-la. La dignité ne se discute pas, elle se démontre par des actions. Le silence de celui qui ne se rabaisse pas a plus de force que 1000 explications. C'est une déclaration de pouvoir qui n'a pas besoin de mots. Dans la vie de tous les jours, ta dignité se reflète dans ce que tu acceptes, dans ce que tu permets et dans ce que tu choisis de conserver. Ne laisse pas le besoin d'être aimé te faire oublier ta valeur. Les femmes respectent l'homme qui sait quand partir, pas celui qui supplie de rester. Si quelque chose blesse ta paix, ne le justifie pas, laisse-le partir. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu décides de ne pas tolérer. Défendre ta dignité, c'est te rappeler que ton essence ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la force intérieure qui te soutient. C'est savoir que tu peux aimer sans te perdre, donner sans t'humilier et te retirer sans rancune. La dignité ne te rend pas invincible, elle te rend libre. Et cette liberté est ce qui attire et respecte le plus une femme. Parce que l'homme qui se respecte lui-même enseigne au monde comment il doit être traité. 9. Retire-toi avec classe. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en restant, mais en sachant quand partir. Le retrait n'est pas toujours de la lâcheté. Souvent, c'est de la sagesse. Dans les relations, savoir partir sans rancune ni drame est l'un des actes les plus élégants et puissants qu'un homme puisse démontrer. Les femmes le remarquent, le ressentent et le respectent. Car celui qui sait se retirer avec classe démontre qu'il n'est pas lié par l'ego ou par le besoin, mais par la conscience de sa propre valeur. Parfois, la meilleure réponse à un défi est le silence et la distance. Quand une femme essaie de te provoquer, de te dévaloriser ou de manipuler tes émotions, elle n'a pas besoin d'un discours. Elle a besoin de voir si tu es capable de t'éloigner calmement. L'homme qui reste à discuter ou à supplier perd le contrôle, mais celui qui se retire avec dignité conserve son pouvoir. Car la maîtrise n'est pas chez celui qui convainc, mais chez celui qui ne se laisse pas entraîner par ce qui ne mérite plus son énergie. Se retirer avec classe ne signifie pas disparaître sans empathie.
Cela signifie reconnaître que tu as donné le meilleur de toi-même et qu'insister serait te perdre. C'est fermer la porte sans haine, sans mots en trop, sans rien prouver. C'est regarder en arrière avec sérénité en sachant que tu as gardé tes valeurs intactes. À ce moment-là, tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à gagner du respect. La femme peut ne pas l'admettre, mais au fond, elle comprend que le calme avec lequel tu t'éloignes pèse plus que n'importe quel discours émotionnel. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne savent pas lâcher prise à temps. Ils restent à essayer de réparer ce qui ne peut plus être réparé, demandant des explications qui ne changent rien, cherchant à fermer un cycle qui est déjà fermé. Et dans ce processus, ils perdent quelque chose de plus précieux que l'amour. Ils perdent leur paix. L'homme fort ne cherche pas à convaincre, il cherche à préserver son centre. Apprends à reconnaître quand une situation cesse d'être un défi et devient une usure. Quand cela arrive, le silence est la réponse la plus intelligente. Partir avec classe n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est comprendre que te retirer d'une personne, d'une discussion ou d'un environnement ne te rend pas faible, cela te rend libre. Le respect grandit dans l'esprit de celui qui voit que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui sait partir sans rancune laisse une empreinte profonde, car son calme montre la maturité et son silence révèle la force. La femme qui t'observe le faire le comprend immédiatement. Tu ne le fais pas parce que tu ne ressens rien, tu le fais parce que tu te respectes. Ne mendie jamais l'attention, ni l'amour, ni la compréhension. Tout ce qui est supplié perd de la valeur. L'homme qui sait quand faire un pas en arrière montre que sa dignité est au-dessus de l'orgueil. Te retirer avec classe est ton dernier mot sans rien dire. C'est montrer que tu maîtrises tes émotions, que tu sais quand fermer le cycle et continuer. Car celui qui part sans détruire gagne 2 fois. Il se sauve et s'élève. 10. Laisse tes actes parler. Les mots sont des promesses en l'air, mais les actes sont les fondations sur lesquelles le respect est construit. Chaque homme peut dire qu'il est fort, discipliné ou fiable, mais seules ses actions peuvent le confirmer. La femme le sait, c'est pourquoi elle observe plus qu'elle ne pose de questions. Chaque geste, chaque réaction et chaque décision lui révèle qui tu es vraiment. Elle ne se soucie pas de ce que tu dis que tu feras, elle se soucie de voir si tu le fais. C'est le vrai test. Dans un monde plein de bruit, le silence des actes a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes valeurs, il suffit de les vivre. Si tu promets quelque chose, tiens-le. Si tu parles de respect, montre-le même quand personne ne te regarde. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent la cohérence entre tes paroles et tes actes. Peut-être dis-tu que tu es calme, et elles cherchent à voir comment tu réagis quand quelque chose t'irrite. Peut-être dis-tu que les jeux mentaux ne t'affectent pas, et elles attendent le moment où l'un d'eux te touchera. Elles ne le font pas pour te détruire, mais pour découvrir si ce que tu dis a du poids, ou si c'est juste une façade. L'homme qui parle trop de lui-même montre clairement qu'il a besoin de validation. Mais celui qui agit fermement sans s'expliquer inspire le respect, parce que sa présence communique ce que ses mots taisent. Dans les relations, les actes constants valent plus que 1000 promesses. Lorsque tu démontres le contrôle, la cohérence et le but, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton comportement parle pour toi, et c'est ce qui distingue l'homme mature de celui qui cherche l'approbation. Laisser tes actes parler implique aussi de savoir quand se taire. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une explication. Parfois, le silence est le message le plus percutant. Lorsqu'une femme te teste avec des provocations ou des doutes, ne discute pas pour te justifier. Garde ta position et laisse le temps révéler ta vérité. La cohérence est un langage qui n'a pas besoin de défense. Celui qui vit dans la vérité n'a pas peur d'être mal interprété parce qu'il sait que les faits le soutiennent. La crédibilité d'un homme ne se construit pas en un jour. Elle se gagne avec répétition. Chaque décision que tu prends renforce ou affaiblit ton image. Si tu promets le calme et réagis avec colère, si tu parles d'indépendance et supplies de l'attention, si tu prêches le respect et le perds dans une discussion, ta parole se vide. Mais si tu agis avec constance, même en silence,
Ta présence parle plus fort que n'importe quel discours. Le respect ne se réclame pas, il s'inspire. La femme qui observe tes actes sent qu'elle est face à quelqu'un de réel, pas face à un personnage. Parce que les actes ne mentent pas, ne se maquillent pas, ne se tiennent pas sans vérité. Laisse ton comportement être ta voix, que ta sérénité soit ta réponse et que ta cohérence soit ta réputation. Au final, l'homme qui permet à ses actions de parler ne cherche pas à prouver. Il cherche simplement à vivre avec honneur. Et cela, dans un monde plein de mots vides, est la chose la plus attrayante qui existe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.